Bien. On y va. Bien. Eh bien, mesdames, messieurs, que je ne vois pas, une personne seulement, bonjour et je vous remercie d'essayer de m'écouter dans ces conditions un peu particulières. Donc, eh bien, nous allons évoquer aujourd'hui un monde qui est un monde qui est en grande partie disparu, hein, qui est le monde juif d'Europe orientale. Eh bien, pour qui peut parcourir, voyager dans les pays d'Europe orientale, ce qui fut, j'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager dans un certain nombre de ces pays, hein, eh bien, les voyageurs rencontreront inévitablement dans les villes, dans les bourgades, des traces de la vie juive, des quartiers juifs, d'anciens quartiers juifs, des synagogues, d'anciens ghettos, des cimetières. Ici, par exemple, vous pouvez voir à l'image une des synagogues du quartier juif, de l'ancien quartier juif de Prague, hein, la synagogue Pinkasova, qui fut construite au XVIe siècle, hein, et qui est aujourd'hui un lieu de mémoire, hein, qu'on peut visiter, puisque sur ces murs, alors, ah, ça ne fonctionne pas là. Ça- Ah oui, d'accord, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, d'accord, très bien. Donc, voilà, sur les murs de cette synagogue, on peut voir les 80 000 noms des Juifs de Bohême-Moravie qui furent assassinés par les nazis. Autre exemple de, non, autre exemple de traces de la vie juive à Cracovie, en Pologne, en Galicie polonaise. Donc, l'ancien cimetière juif de Cracovie, qui aussi a été créé au XVIe siècle, hein, et qui a été en grande partie détruit par les nazis, puisque beaucoup de ces pierres tombales furent utilisées par les nazis en guise de pavés, hein, pour paver les rues. Donc voilà, cimetières abandonnés, synagogues, anciens ghettos, ou alors des musées également qui ont été créés dans un certain nombre de ces États, comme en Pologne, le récent musée Pauline, qui veut reconstituer la vie juive autrefois et rappeler l'intensité de cette vie juive. Parce que les Juifs, eux, ne sont quasiment plus là. On ne les voit plus, ou ils sont très très peu. Ils ont été pour leur majorité, assassinés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, sur une population juive en Europe centrale et orientale qu'on estime entre 9 et 10 millions de personnes en 1939, environ 5 700 000 à 6 millions furent les victimes de la barbarie nazie. La Pologne, qui comptait 3 millions de juifs en 1933, en 1939, pardon, eh bien, sur ces 3 millions de juifs, 92% furent assassinés. 80% de juifs hongrois. En Tchécoslovaquie, 74-75% de juifs assassinés. Et après 1945, eh bien, le petit nombre de juifs survivants a préféré, dans la plupart des cas, partir, quitter ces terres qui furent leurs tombeaux pour émigrer soit vers Israël, le jeune État d'Israël, soit vers l'Amérique, vers les États-Unis ou le Canada, hein, qui étaient déjà des terres d'émigration au XIXe siècle, hein, parce que déjà les populations juives commençaient à souffrir dans ces régions européennes. Alors après ce constat dramatique, hein, bon, il faut quand même dire que ces Juifs, ils n'ont pas existé que pour avoir péri. Et les questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cet exposé, c'est justement quel fut leur monde avant leur anéantissement. Comment ces communautés juives étaient organisées, comment elles se sont mises en place dans ces régions, quelles furent leurs traditions, mais aussi leurs transformations face à la modernité.
et aussi quels furent les apports des Juifs à la littérature, à la science, aux arts, à la vie économique, avant que cette Europe ne devienne leur tombeau. Alors au préalable, avant de rentrer dans le corps de cette conférence, il est nécessaire de définir les cadres géographiques et chronologiques de cette étude. Alors pour l'essentiel, nous nous concentrerons sur ce qu'on appelle le Yiddish Land, hein, c'est-à-dire les territoires où la langue yiddish, sur laquelle nous reviendrons, était parlée en majorité. Sur cette carte, vous voyez l'ensemble du royaume de Pologne en 1600. Hein. Et à cette époque, le royaume polono-lituanien était un des plus puissants, un des plus importants d'Europe, hein, avec en particulier donc la Pologne, que vous voyez en clair, en la partie blanche, si vous voulez, qui va de la Baltique, hein, je peux marquer, oui, voilà, qui va de la Baltique hein, à l'ouest de l'Ukraine, la Lituanie, une partie de la Russie occidentale, une partie des pays baltes, une partie de la Biélorussie. Hein. Et au sud, alors il faut bien localiser ces régions parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, la Galicie, la Podolie et au nord, la Volhynie. Donc dans ces régions, en 1939, vivaient plus des 2 tiers de la population juive d'Europe orientale et centrale. On le voit un peu mieux sur cette carte, avec le pourcentage de la population juive par rapport à la population totale. Donc, plus la couleur devient intense, ici en rouge, violet, vous avez plus de 15% de la population qui est une population juive, avec donc des villes où la population est très importante. Tous les points noirs marquent les populations urbaines où nous avons plus de 5% de population juive. Voilà également un état de la population juive en Europe en 1933, hein, avec 2 grands centres, la Pologne, 3 millions de juifs sur la population polonaise, et l'Union soviétique également, surtout la partie ouest de l'Union soviétique, plus de 2 500 000 juifs. Alors bon, au passage, il faut se rappeler que c'est les cadres géographiques de tous ces États ont beaucoup varié au cours de la période dont nous allons parler, c'est-à-dire entre le XVIIIe et le XXe siècle, puisqu'en particulier la Pologne, elle a été partagée plusieurs fois au XVIIIe siècle. Il y a eu 3 partages avec un éclatement du pays entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. Alors, voilà pour les cadres géographiques. Concernant les cadres chronologiques, il faut un peu se rappeler très rapidement quels ont été les grands temps de l'histoire juive. Eh bien, donc, sur la chronologie, ici, on rappelle évidemment toute cette période mythique racontée par la Bible de la terre d'Israël, Eretz Israël, sur laquelle on ne va pas se développer, et surtout donc la fin de cette période avec la domination romaine, la deuxième destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, la destruction de Jérusalem au IIe siècle après Jésus-Christ, et donc qui a provoqué la diaspora, la dispersion des Juifs à travers le monde, et en particulier en Afrique du Nord et en Europe. Alors, dans cet exposé, donc on essaiera d'aborder
quelques aspects du monde juif en Europe orientale avec l'organisation de ce monde, quels ont été les courants de pensée qui ont traversé le monde juif en Europe orientale, c'est-à-dire les courants mystiques, le hassidisme, la Haskalah, le courant des Lumières, le sionisme, le Bund et le socialisme avec le Bund. Et puis, on s'intéressera à voir quelle fut la place des Juifs dans la vie économique et culturelle des pays d'accueil. Alors, après la destruction, donc, la deuxième destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, donc les Juifs vont se disperser en Afrique et en Europe occidentale. Alors, l'essor des communautés occidentales donne naissance à deux grands courants du judaïsme. Le judaïsme séfarade en Espagne. En hébreu, séfarade veut dire Espagne. Et ce judaïsme séfarade, il connaît son âge d'or entre le Xe et le XIIe siècle. Et d'autre part, le judaïsme ashkénaze, en hébreu ashkénaze veut dire Allemagne, qui se développe donc à l'époque carolingienne, entre le 8e et le 9e siècle, en France, dans la France du Nord et en Rhénanie. Alors ce judaïsme ashkénaze, il est très important pour nous ici dans notre exposé. Il jouit d'une grande réputation avec de grands centres d'érudition qu'on peut voir sur cette carte, soit en Allemagne, comme Mayence, Worms, Spire, et en Champagne, avec Reims, Chalon-sur-Marne et Troyes. Et dans ces villes, on a de grands intellectuels juifs, de grands penseurs juifs qui vont développer et approfondir leur judaïsme. À partir du XIe siècle, avec les croisades et les premières persécutions anti-juives, les conditions de vie se dégradent peu à peu, mais de façon continue. Et au XIIIe siècle surviennent les premières expulsions et les premières violences physiques en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal. Ces persécutions, elles provoquent, on l'a vu tout à l'heure sur la chronologie, le départ des Juifs, les migrations des Juifs vers l'Est de l'Europe. Donc, ce sont essentiellement des Juifs ashkénazes qui, pour l'essentiel, sont venus donc de ces régions, de la vallée du Rhin, de l'Est de la France, qui vont s'installer en Europe orientale. Dès le XIIIe siècle, arrivent en Pologne les premiers réfugiés ashkénazes. Ils sont accueillis favorablement par les rois et la noblesse polonaise. Et ils s'implantent dans les villes les plus occidentales du pays et dans le centre de la Pologne. Dans trois villes en particulier. Alors, oui, on n'a pas la carte. Alors, oui, on peut revenir en. Alors, voilà. Mais non, on les voit dans trois villes en particulier. Poznań, ici, à l'ouest, Cracovie et Kalisz. On s'attarde un peu sur Kalisz parce que le statut de la ville de Kalisz, accordé en 1264, accordé aux Juifs par le duc Bolesław IV, Bolesław V le Pieux, est la plus ancienne charte connue octroyée aux Juifs de Pologne. Une charte très favorable pour les Juifs parce qu'elle leur donne la liberté de culte, elle leur donne un statut juridique particulier et elle leur accorde la protection ducale. Dans le même temps, la condition, la situation des Juifs continue à se dégrader considérablement en Europe occidentale. Et la Pologne devient alors une terre d'asile, une maison d'Israël en Pologne. D'ailleurs, il y a une origine possible du mot Pologne qui est un mot hébreu
Pauline qui aurait été dit par ces premiers juifs arrivant en Pologne et qui veut dire en hébreu « ici, repose-toi », ici c'est la terre du repos. Au XIVe siècle, Casimir le Grand, qui est le dernier souverain d'une grande dynastie polonaise, la dynastie des Piast, et qui a réunifié la Pologne autour de sa capitale, Cracovie, eh bien, ce souverain, Casimir le Grand, il ouvre ses portes aux Juifs. De nouvelles communautés juives s'établissent donc à la même époque dans ce royaume de Pologne, dans le sud de la Pologne, dans la Lituanie et dans l'Est ici hein, de ces régions. Alors, ces Juifs venus d'Occident, ils apportent avec eux évidemment leur mode de vie, leur tradition, leur religion hein, et leur langue vernaculaire qui est le judéo-allemand qu'on appelle le yiddish. Donc on reviendra un peu plus loin sur cette langue. Au XVIe siècle, on l'a dit tout à l'heure, on le revoit sur cette carte un peu plus détaillée, la Pologne a son apogée. Hein, c'est une grande puissance en Europe, un des plus grands et un des plus prospères royaumes européens, avec une population de presque 8 millions d'habitants. C'est ce qu'on appelle l'Union de Lublin, hein, qui réunit la Pologne et la Lituanie. Lublin, c'est une ville ici, hein, au centre de la Pologne. Et à cette époque, la Pologne est un État multi-ethnique et plurireligieux. C'est une sorte de tour de Babel où les Polonais de souche ne représentent que 40% de la population totale, à côté des Ukrainiens, donc les Ukrainiens ici, à côté des Lituaniens, des Biélorusses, des Russes. Il y a aussi des Arméniens, des Lettons et aussi, bien sûr, des Juifs. Ces Juifs, au XVIIe siècle, ils représentent environ 3% de la population de cette union de Lublin. Et donc, ils jouissent d'une grande autonomie. Les chartes octroyées, on l'a vu, par Bolesław le Pieux en 1264, puis par Casimir le Grand, furent complétées au XIVe siècle, au XVIe siècle, pardon, elles furent complétées par la charte de Sigismond Auguste, qui modèle la physionomie des communautés juives jusque pratiquement au génocide. Alors c'est une période faste pour les Juifs en Europe orientale. Période faste qui est interrompue par des événements parfois dramatiques. En particulier, en 1648, les Cosaques Zaporog, ici, hein, en Ukraine, et qui sont intégrés dans ce royaume de cette union de Lublin, ces Cosaques, eh bien, ils se révoltent sous la direction d'un homme qui s'appelle Bogdan Chmielnicki, et ils perpètrent des massacres hein, contre les communautés chrétiennes polonaises et aussi contre les communautés juives. On pense qu'il y a eu entre 1648 et 1649 entre 50 000 à 60 000 juifs massacrés par ces Cosaques. La paix revient néanmoins à la fin donc, du XVIIe siècle et les juifs ils retrouvent des conditions plus favorables. Mais des conditions qui ne sont jamais très stables hein, parce qu'elles sont toujours traversées par des conditions, par des moments de crise et des moments de rejet. On voit apparaître les accusations de crimes rituels, de profanation d'hosties. Les communautés sont touchées aussi par des crises religieuses. Il y a en particulier ce qu'on appelle le franquisme, hein, c'est-à-dire un faux messie et qui s'est proclamé lui-même messie et qui a beaucoup divisé les communautés juives à cette époque-là. Et ces communautés juives sont aussi traversées hein, par de profonds clivages économiques et sociaux. On peut observer des tensions
entre les juifs modernistes qui réussissent économiquement, ils sont une minorité, ils sont désireux de s'émanciper, ils sont désireux de s'assimiler aux populations locales. Et puis, une majorité de juifs, souvent des juifs orthodoxes, pauvres, beaucoup plus pauvres, et qui rencontrent des difficultés d'intégration. En particulier, quand on voit se développer l'antisémitisme moderne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors, cet antisémitisme, qui a été l'objet d'une autre conférence, cet antisémitisme, eh bien, au début, au 19e, en Allemagne, en Autriche, il est plutôt verbal, mais en Europe orientale, il prend des formes plus violentes. Et en particulier dans ce qu'on appelle la zone de résidence. Vous voyez sur cette carte, cette zone de résidence qui fut une zone dans l'ouest de la Russie, de l'Empire russe, créée par l'impératrice Catherine II et qui regroupait ces régions nouvellement acquises, en particulier la Pologne, une grande partie de l'Ukraine, une partie de la Lituanie. Dans cette zone de résidence, les Juifs, pour la plupart, étaient obligés, avaient une obligation de résidence. Et même certaines villes leur étaient interdites, comme Kiev, par exemple. Et dans cette zone de résidence, eh bien, il y a eu, au 19e siècle, début 20e siècle, il y a eu beaucoup de violences, de pogroms, de massacres. Vous voyez ici la carte de ces pogroms commis dans cette zone de résidence, et on retiendra en particulier le pogrom au début du XXe siècle, le pogrom de Kitchinev, qui a fait, je crois, entre 40 et 50 morts. Parce qu'on a, non, on n'a pas mis la photo. Voilà, donc c'est un moment où la violence contre les Juifs, elle devient physique et où la situation devient extrêmement difficile. Nous arrivons au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale. La conférence de la paix de 1919 reconstitue la Pologne et elle reconnaît les Juifs de Pologne comme une entité nationale, au même titre que les autres minorités en Pologne. Alors à cette époque-là, en 1919-1920, les Juifs représentent environ 35% de la population polonaise. Et pour la grande majorité, leur langue maternelle est le yiddish. Dans les années 20, c'est le maréchal Pilsudski qui dirige la Pologne. Et cet homme fut un rempart contre la haine antisémite qui était quand même sous-jacente dans ce pays. Après sa mort en 1935, cette haine va se libérer. On voit apparaître de plus en plus de violences anti-juives. Beaucoup d'entreprises, de commerces juifs sont boycottés. On voit une mise en place d'un numerus clausus pour les étudiants juifs dans les universités. Et aussi, on voit se développer des actions violentes, des pogroms dans beaucoup de localités. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, eh bien, ces violences vont s'accentuer et la guerre va apporter avec elle la catastrophe exterminatrice que l'on connaît et la disparition de la société juive d'Europe centrale et orientale. Voilà, donc rapidement tracé cette histoire des populations juives en Europe orientale. Donc nous allons pouvoir maintenant regarder un peu comment s'organisent ces communautés juives. Alors, depuis le Moyen-Âge, depuis quasiment leur installation jusqu'à l'extermination nazie, eh bien, le foyer de la vie juive se matérialise en Europe orientale par ce qu'on appelle le shtetl. Le shtetl,
au pluriel, donc les Städtle. C'est un diminutif d'un mot allemand, Stadt, la ville, hein, qui est lui-même dérivé du haut allemand Stadt. C'est un diminutif affectueux, tendre, hein, pour désigner une bourgade, un bourg, une petite ville. Alors, parallèlement à cette forme traditionnelle, hein, du shtetl, depuis le 19e siècle, avec des rythmes qui sont variables selon les régions, le monde juif est emporté par le mouvement global d'une Europe qui amorce sa révolution industrielle et qui entre dans la modernité. Et donc, l'ancien et le nouveau se combinent, hein, dans ces communautés juives, et c'est ce que nous essaierons de montrer dans la suite de l'exposé. Alors, de la Baltique à la mer Noire, du nord au sud, du Dniepr à l'est, à l'Oder à l'ouest, donc ce shtetl, cette petite ville, fut un lieu très foisonnant de vie religieuse, sociale, politique, culturelle. Et il a donné vraiment sa marque spécifique à la judaïcité ashkénaze, dont la Pologne était devenue le centre, hein, depuis le XVIe siècle. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ce diminutif, shtetl, est porteur de proximité, de familiarité, de tendresse, hein. Et on en a souvent une image un peu fantasmée, hein, surtout depuis que ces communautés furent exterminées, hein. Et ces images fantasmées, on peut les voir à travers différents supports. Alors, par exemple, ici, je vous montre deux images d'une bande dessinée récente, hein, qui est sortie il y a quelques mois, hein, qui raconte l'œuvre de Theodor Herzl, hein, et qui nous montre au début, eh bien, quelques reconstitutions de ces shtetl dans la zone de résidence russe. Alors vous voyez ces hommes barbus, un peu le dos courbé, en train de lire les livres sacrés, la Bible, et puis ces maisons qui souvent apparaissent comme étant des petites masures, hein. Euh, un peintre que tout le monde connaît, Chagall, hein, qui est originaire de Vitebsk en Biélorussie, lui aussi, dans ses peintures, souvent, a peint sa ville natale, hein, qui était un Vitebsk, qui était dans la ville de Vitebsk, il y avait donc une grande partie qui était une partie juive, hein, qui formait un shtetl, qui était un quartier particulier. Et donc, voilà, il nous montre ce personnage juif avec son cafetan, sa barbe qui survole, hein, son shtetl avec la synagogue. Ou bien on a aussi cette image de ces juifs orthodoxes traditionnels. Vous voyez ici un juif à Cracovie en 1904, hein, qui porte donc le caftan, hein, ce long manteau, qui est coiffé de ce chapeau bordé de fourrure qu'on appelle le stremel, hein, et qui porte sur son bras son châle de prière, hein. Là aussi, voilà une gravure représentant des juifs vêtus de manière traditionnelle, caftan, stremel. Euh, alors, toutes ces images que nous venons de regarder, bien sûr, elles expriment une part réelle de la réalité du shtetl, mais une part seulement. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le shtetl, ça n'est pas du tout un lieu fermé, c'est pas du tout un lieu coupé du monde, ça n'est pas un ghetto, hein. Ce sont les nazis qui créeront les ghettos murés, les ghettos fermés, coupés, hein. Le shtetl, je viens de le dire pour Vitebsk, par exemple, ça peut être une partie d'une ville, hein, à dominante chrétienne, hein. C'est le cas de Vitebsk, hein, donc, hein. Le shtetl, ce n'était pas un lieu autarcique, hein, c'était plutôt une plaque tournante, un lieu d'échange économique, culturel et sociaux. La vie associative y était très intense et elle a permis l'éclosion et la pénétration des idéologies modernes,
la Haskalah, le mouvement des Lumières, dont on reparlera tout à l'heure, le sionisme ou le socialisme. Et tous ces mouvements sont en tension avec le judaïsme traditionnel, avec les juifs orthodoxes. Beaucoup de jeunesse dans ces shtetl, qui ont multiplié les partis politiques, qui ont développé des écoles juives laïques, séculières, des bibliothèques, des troupes de théâtre. Et les juifs y coexistent avec des chrétiens dans une proportion qui pouvait être de 70% de juifs pour 30% de chrétiens à peu près. Alors, la population des shtetl, le plus souvent, se situe entre 3 000 et 10 000 habitants. Voilà, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Dans ces conditions, sur les 3 250 000 juifs qui vivaient en Pologne en 1931, on estime que 2 millions vivaient dans des shtetl. Et le reste se répartissait dans les grandes villes du pays, Varsovie, Cracovie, Łódź, Lublin. Alors Łódź, je vais revenir en arrière sur une carte, si on peut voir. Voilà, elle n'est pas marquée. Ah non, elle n'est pas marquée. Bon, ben, désolé. Donc Łódź, c'est une... En français, les Français prononcent Lodz, L-O-D-Z, Łódź. Comment s'organisent et comment sont gérées ces communautés? Elles sont gérées par ce qu'on appelle la Kehila. La Kehila gère l'ensemble de la communauté juive. Elle est dirigée par le Kahal, constitué par des élus, mais généralement des notables, des notabilités. Et ce Kahal, eh bien, il gère les finances, il répartit l'impôt, il gère l'enseignement religieux, l'enseignement talmudique, il légifère et il gère aussi donc les tribunaux rabbiniques qui ont été décrits par un grand écrivain de langue yiddish, Zinger, qui a écrit un livre au tribunal de mon père, on pourra en reparler tout à l'heure. Alors les Kahal sont représentés au niveau national par une assemblée qu'on appelle le VAD, qui est une sorte de parlement juif, et qui réunit les représentants des 4 grandes parties du royaume, la Grande Pologne. Alors, ce qu'on appelle la Grande Pologne, c'est la partie la plus ancienne de la Pologne, à l'ouest, c'est la région de Poznań. La Petite Pologne, qui est la région au sud-est de la Pologne, dans Galicie, la Petite Pologne, la région de Cracovie. La Podolie-Galicie, qu'on a vu tout à l'heure sur la carte, et la Volhynie. Ce conseil, il se réunit 2 fois par an, et donc il gère l'ensemble des communautés. Et il fonctionne jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, on va maintenant descendre un peu au niveau des shtetl pour voir un peu comment s'organisent et comment fonctionnent ces shtetl. La communauté, eh bien, elle s'organise autour d'un lieu qui est la synagogue, la shula, en yiddish. Bon, même si le judaïsme n'est pas forcément toujours une affaire de foi. On peut être juif sans être forcément un grand pratiquant religieux. Mais il y a aussi une pratique sociale qui est extrêmement importante. Alors, bien sûr, la pratique religieuse est importante et dans les shtetl, eh bien, s'organise tout ce qui concerne la nourriture avec les abattoirs rituels, la pratique religieuse liée à la synagogue avec les bains rituels, visite des malades, charité, l'éducation, avec, on va en reparler, les écoles Eder et Yeshiva, et les tribunaux rabbiniques.
Alors, la piété juive, il faut bien sûr en parler, hein, parce qu'elle est importante. Sous toutes ses formes, elle s'organise autour de deux centres. Donc, la communauté, la synagogue, la choule et la famille. La maison juive traditionnelle, elle est en principe toujours sous le signe de la parole de Dieu. Au chambranle de la porte d'entrée, et même parfois à l'intérieur de la maison, l'entrée de la chambre à coucher ou de la cuisine, on trouve un petit étui, la mezouza, que vous voyez ici sur la photographie. Et dans ce petit boîtier, il y a un petit parchemin où est écrite la profession de foi, hein, extraite de la Torah. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Alors, ces mezouza, dans mon enfance que j'ai passée en Tunisie, parce que j'ai vécu jusqu'en 15 ans en Tunisie, j'ai pu en voir des quantités eh bien, sur les portes de mes voisins, etc. Voilà. Un moment très, très important pour les Juifs, c'est le Shabbat. Le Shabbat qui commence le vendredi soir, donc c'est le jour saint par excellence. Il rappelle le mythe fondateur de la Genèse, hein, Dieu qui crée le monde en 6 jours et qui s'est reposé le septième. Mais il rappelle aussi la grande délivrance de l'esclavage d'Égypte, qui a rendu les Hébreux disponibles pour recevoir la Torah dans le désert du Sinaï. Alors, vous voyez par exemple dans une maison traditionnelle juive, eh bien, la femme, la mère de la famille, qui prépare les chandeliers pour éclairer la journée du Shabbat, puisque pendant le Shabbat, aucune activité ne doit être faite, aucun travail. Hein, il ne faut pas allumer le feu, il ne faut pas cuisiner, il ne faut pas porter de charges lourdes et de charges tout simplement, puisque même le port de la montre est proscrit durant le Shabbat. On doit déposer sa montre. C'est un moment festif, très important pour la famille. Le père, la mère bénissent les enfants durant ce jour saint. C'est un moment d'attente, un moment de mélancolie et un moment d'espérance, et un moment aussi où il y a des repas particuliers, puisque ces repas ont souvent été évoqués. Non, j'ai pas la diapo repas. Bon, ces repas ont souvent été évoqués dans la littérature juive, hein, et avec des poissons, le poisson salé et froid, la carpe farcie que les Polonais d'ailleurs ont adopté souvent dans les repas festifs. Hein. Moi, ma femme est polonaise et au moment de la veillée de Noël, il est de tradition dans beaucoup de familles polonaises de faire une carpe farcie. Hein. Foie, graisse d'oie, réfort et le fameux cholent. Le cholent, c'est un ragoût où plusieurs viandes sont mélangées, et ce ragoût, il doit être préparé la veille du Shabbat, puisqu'on ne doit pas allumer de feu pendant le Shabbat. Alors souvent, on confiait la préparation du cholent aux boulangers chrétiens du shtetl ou de la bourgade. La famille, c'est aussi le cadre des grandes fêtes de l'année juive. Je ne sais pas si on a mis la diapo. Non, on n'a pas mise. Bon. Beaucoup de fêtes juives sont importantes. On ne va pas toutes les énumérer ici. Quelques mots sur quelques grandes fêtes juives. Au mois de février et de mars, la fête de Purim, où se lit le livre d'Esther, qu'on peut lire dans la Bible, et qui commémore la fête de Purim, l'action qui a permis aux Juifs qui vivaient dans l'Empire perse d'être sauvés par Esther, qui était la favorite du roi de Perse, et qui a sauvé son peuple juif parce que le premier vizir du roi, Aman, voulait tuer tous les Juifs du royaume de Perse. Et donc Esther a pu convaincre son roi de ne pas le faire. Donc c'est un moment de joie, les enfants se déguisent, etc.
Autre fête très importante pour les Juifs, c'est Pessa, hein, la Pâque juive, mars-avril en général, qui commémore la sortie d'Égypte. Et là, la grande errance, hein, pendant 40 ans dans le désert. La fête de Sukkot, hein, qui rappelle aussi cette errance dans le désert, la fête des cabanes en septembre-octobre, et qui rappelle que les Juifs, pendant ces 40 années, ont vécu dans des abris de fortune, dans des tentes, en marchant dans le désert. Là aussi, j'ai quelques souvenirs de mon enfance tunisienne où, dans notre immeuble, sur les terrasses, mes voisins juifs, au moment de Soukhot, de la fête des cabanes, eh bien, ils construisaient sur la terrasse des petites cabanes avec des branches de palmiers. Ah, j'ai ça en mémoire qui me revient. Et puis Hanouka, aussi, la fête des Lumières, aussi une fête joyeuse euh, qui se commémore au mois de décembre et qui rappelle la victoire des Maccabées, hein, sur les Grecs séleucides qui avaient fermé le temple de Jérusalem. Et quand le temple est rouvert, il y a une sorte de miracle, hein, qui se produit parce que dans le temple, il y avait un tout petit peu d'huile pour allumer les différents chandeliers, les différentes lampes, hein. Et cette huile, qui aurait dû durer qu'une petite journée, en fait, elle va brûler pendant 8 jours, hein. Donc, Hanouka, la fête des Lumières, rappelle ce miracle, hein, et il y a des festivités pendant une huitaine de jours au moment de Hanouka. Alors, durant toutes ces fêtes que nous venons d'évoquer, durant le Shabbat, hein, la femme juive qui a un rôle négligeable dans les activités, dans la vie communautaire, hein, en particulier tout ce qui concerne la lecture des textes sacrés est réservé aux hommes. Dans la synagogue, les hommes tiennent la place importante. Les femmes, elles n'ont qu'une place sur une galerie un peu en haut de la synagogue. Ce ne fut pas toujours le cas, hein, parce qu'il semblerait que jusqu'au XIVe siècle, eh bien, les femmes juives jouaient un rôle important, même dans les activités religieuses. Et elles ont été marginalisées sans doute par des rabbins plus sévères, plus rigoristes. Alors, si les femmes sont un peu mises de côté dans ce domaine, elles jouent un rôle économique et familial extrêmement important. Euh, elles ont un grand ascendant, hein, dans la famille. Elles en étaient le pivot et elles étaient la source de chaleur, la source d'affection, hein. C'est à la femme, finalement, c'est à la femme qu'il revient de faire de son foyer un foyer juif. Et d'ailleurs, la judéité se transmet par la femme, hein. Si votre mère est juive, vous êtes juif. Et donc la femme, c'est elle qui s'occupe de la nourriture cachère, hein, le cache-route. C'est elle qui doit veiller, si possible, à ce que ses enfants se marient avec un juif ou une juive, hein. Donc il y a cette interdiction, ce désir de séparation alimentaire et de séparation sexuelle. Alors, ce que la famille est à l'individu, donc la synagogue, elle est à la communauté, hein, c'est à la fois l'assemblée du peuple, c'est la maison de prière et c'est un lieu d'étude. L'étude, l'acharnement à l'étude, c'est quelque chose qui semble être très central dans la vie juive. Alors l'étude, elle apparaît déjà dans l'éducation religieuse. Alors ici, vous avez, hein, ce qu'on appelle le Heder. Le Heder, hein, qui correspond à notre école élémentaire, si vous voulez, hein, et qui est destiné aux jeunes garçons, pas aux filles. Elle est axée sur l'étude de la Bible, sur l'apprentissage du calcul ou de règles morales, et elle prépare aux études religieuses juives supérieures. Ces études, alors ici vous voyez les enfants et vous voyez l'instituteur qu'on appelle en hébreu le mélamed, hein. Et ensuite vient l'étude, ensuite vient l'étude
des études supérieures qui se font dans la yeshiva. La yeshiva, donc c'est une institution essentielle de l'enseignement supérieur juif. Et dans ces yeshivas, ici vous voyez une photo de la yeshiva de Lublin. On peut déplacer la fenêtre, alors je ne sais pas. Ça va, bon, ça ne gêne pas. Donc, dans ces yeshivas sont étudiés les textes sacrés et en particulier le Talmud qui réunit la loi orale. C'est un texte essentiel pour les Juifs, peut-être plus même que la Torah, parce que la Torah, elle est constituée, les 5 livres de la Torah juive sont constitués par des récits qui sont des récits un peu mythiques, qui sur le plan historique peuvent être bien sûr discutés, mais le Talmud est extrêmement important parce que, voilà. Bien. Voilà. Et donc, Vous le voyez? voilà, c'est bon. Ah non, ça réapparaît. Bon, bah, tant pis. Ce qui se passe. C'est peut-être ça. Oui, donc l'étude, elle a constitué pour ces communautés juives qui ont été éclatées par la diaspora, elle a constitué un fondement, un point central, et d'où l'importance de cette étude, avec l'étude des mots écrits, prononcés, et la permanence des débats, des échanges, des interprétations. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque dans le Talmud, on est sans arrêt, encore aujourd'hui, bien entendu, en train de réinterpréter, de discuter les écrits, les lois, les textes. Alors, donc, on vient de le dire, ces écoles traditionnelles, elles ne concernent que les garçons. Mais de façon un peu paradoxale, les jeunes filles pourront, dans les grands centres urbains, profiter des progrès de la scolarisation au début du XXe siècle et étudier dans des écoles laïques qui ont été ouvertes aux réalités de la vie profane. Alors, ces écoles laïques, elles pouvaient dépendre soit de l'État polonais, parce qu'à partir de 1920, en Pologne, est instituée la scolarisation obligatoire, et donc il y a eu des écoles qui furent ouvertes aux jeunes filles, ou bien par les milieux juifs modernistes qui ont ouvert, qui ont créé des écoles juives laïques ouvertes aux garçons et aux filles. En 1924, apparemment, en Pologne, en 1924, il y avait à peu près une centaine de ces écoles séculières dans une soixantaine de villes, de grandes villes polonaises. Alors, l'éducation, évidemment, elle donne lieu à des débats culturels dont l'enjeu, l'émancipation, remettait en cause les fondements de la culture yiddish. Donc ça, on va en reparler un peu plus loin. Alors, quels sont justement ces courants spirituels et intellectuels qui bousculent cette vie traditionnelle des communautés du Yiddishland? Alors, nous évoquerons tout d'abord un courant mystique, le hassidisme, puis des courants modernistes, Haskalah, sionisme, socialisme. Alors, le hassidisme, qui vient d'un mot hébreu, hassid, qui veut dire homme pieux. Donc, c'est un mouvement qui fut fondé au XVIIIe siècle en Podolie. Donc, la Podolie, je rappelle, c'est actuellement en Ukraine, si vous voulez, par le rabbin, rébé, tout ça, c'est la même chose. Ça désigne des hommes pieux, des maîtres, si vous voulez, spirituels. Le rabbi Élisère, plus connu sous le nom de Baal Shem Tov, le maître du bon nom ou du saint nom. Alors, ce hassidisme, il s'inscrit dans les courants mystiques du judaïsme, qui forment ce qu'on appelle la Kabbale.
avec cette recherche de l'expérience intime du divin. Alors le hassidisme se situe dans cette continuité. Il naît donc en Podolie et le hassidisme, il affirme, donc il a joué un rôle très important, il s'est développé comme une traînée de poudre dans tout le monde juif au XVIIIe puis au XIXe siècle et encore aujourd'hui, il joue un rôle très important dans les communautés juives en Israël, par exemple. Hein. Il y a tout un groupe de mouvements hassidiques. Alors, qu'est-ce qu'ils affirment, les hassidim? Ils disent que la prière, la spiritualité sont plus importantes que l'étude. Et que c'est l'âme qui doit s'ouvrir à Dieu. Il faut aussi éviter les mortifications. Il faut aller vers la joie, l'enthousiasme, les chants, la danse qui permettent de célébrer Dieu. Et je voulais vous montrer à ce sujet, voilà, hein, cette façon un peu parodique dans le film que vous avez sûrement vu, Rabbi Jacob, hein, où, le metteur en scène, eh bien, il parodie un peu ces hassidiques là dans une rue de Paris et qui sont en train de danser pour exprimer leur enthousiasme. Hein. Et puis, il faut avoir cet abandon émotionnel dans la prière, avec ce balancement du corps qu'on voit quand on voit ces juifs orthodoxes qui prient, hein, qui mènent vers une sorte d'auto-hypnose. Hein. Donc le hassidisme, grand courant hein, de la mystique juive. Alors, en même temps, parallèlement, on voit se développer eh bien, le mouvement des Lumières juives. Hein, ce mouvement des Lumières, qu'on appelle la Haskalah, et qui heurte le monde traditionnel. Les partisans de la Haskalah, on les appelle les maskilim. Elle est apparue en Allemagne au cours du XVIIIe siècle, avec un certain nombre d'intellectuels, et en particulier avec Moïse Mendelssohn, que vous voyez ici sur l'image. Voilà. Donc, ce mouvement des Lumières, ces maskilim, ils s'attachent à ouvrir, à tenter d'ouvrir le monde juif à la culture séculière, à la science, à la raison. Ils dénoncent l'oligarchie des notables, hein, on a vu qu'ils jouaient un rôle important, hein, et ils sont opposés aux pratiques hassidiques. Ils veulent rendre leur dignité hein, et sa fierté au peuple juif opprimé. Deux autres mouvements plus politiques traversent les communautés juives au XIXe siècle. Le sionisme et le socialisme, qui, face à la misère, aux difficultés, aux persécutions, proposent des stratégies qui sont soit des stratégies de sortie, soit des stratégies de protestation. Stratégie de sortie tout d'abord avec le sionisme. À la fin du XIXe siècle, à Odessa, un médecin juif, Pinsker, hein, va le premier lancer cette idée qu'il faudrait créer un État juif, quelque part, peut-être en Palestine. Donc, il crée ce mouvement Ovevei Zion, hein, les Sions. Hein, Sion, donc c'est une des collines hein, qui surplombe Jérusalem. Hein, et dans la Bible, ce mot désigne souvent, de manière métaphorique, Jérusalem ou le peuple juif. Donc, Pinsker va être à l'origine d'un des premiers départs, première aliyah, hein, départ des Juifs d'Europe, essentiellement de Roumanie et de Russie, vers la Palestine. Et surtout, il nous faut dire quelques mots de Theodor Herzl, qui a été le fondateur véritable du sionisme. Il a écrit un livre important qui s'appelle L'État juif. Et dans ce livre, il constate l'échec de l'assimilation en Europe occidentale et en Europe orientale. Il dit, je cite Herzl, « Nous avons partout loyalement essayé d'entrer dans les collectivités nationales qui nous environnent,
en ne conservant que la foi de nos pères. On ne l'admet pas. En vain sommes-nous de sincères patriotes. En vain faisons-nous les mêmes sacrifices en argent et en sang que nos concitoyens. En vain nous efforçons-nous de relever la gloire de nos patries respectives dans les arts et dans les sciences et d'augmenter leur richesse par le commerce et les transactions. Dans ces patries où nous habitons déjà depuis des siècles, nous sommes décriés comme étrangers et souvent par ceux dont la race n'était pas encore dans le pays alors que nos pères y souffraient déjà. Alors ce projet sioniste, qu'on ne va pas développer plus, il se heurta à des oppositions dans les communautés juives. Parce que malgré les persécutions, malgré leurs difficultés, les Juifs, pour la plupart, sont profondément enracinés dans leurs divers pays où ils sont installés parfois depuis des siècles. Hein, et ils n'ont pas vraiment envie de les quitter. Il y a aussi des motifs religieux, parce que les Juifs, les courants orthodoxes, eux, attendent l'arrivée du Messie pour pouvoir penser rejoindre Eretz Israël. Et puis l'intelligentsia, la bourgeoisie, elle est plus favorable à une conception nationale de l'évolution des communautés juives. Et pour eux, le sionisme, eh bien, il ne peut qu'entraver l'assimilation et l'insertion dans les pays d'accueil. Donc, stratégie de sortie avec le sionisme. Stratégie de protestation avec le socialisme. En 1897 est créée à Vilnius l'Union des ouvriers juifs de Pologne et de Russie, que l'on appelle le Bund. Et son but est d'unifier tous les travailleurs juifs dans un même parti, un parti socialiste. Les socialistes veulent que les Juifs soient reconnus en tant que nation et qu'ils aient un statut légal et respecté de minorité. Donc ce Bund, il diffuse ses idéaux en organisant des syndicats ouvriers, en organisant des groupes d'études où on lit les œuvres de Marx en yiddish. Le Bund est opposé au sionisme et il considère que l'immigration en Palestine, finalement, c'est une sorte de fuite devant les problèmes. Le Bund va quasiment disparaître au moment où la Pologne est envahie par les nazis. Nous allons maintenant dire quelques mots sur la place des Juifs dans la vie économique et dans la vie culturelle des pays d'accueil. Alors évidemment, on va ici regarder surtout l'exemple polonais entre le XVIe et le XIXe siècle. Durant cette période, les Juifs ont trouvé en Pologne un contexte qui a été très favorable à leur intégration socio-économique. Pourquoi ? Bien parce que dans ce pays, qui était un pays surtout agricole, on observe que la population indigène, entre guillemets, c'est-à-dire les polono-lituaniens, la noblesse ou la paysannerie, pour un certain nombre de raisons, des raisons traditionnelles, des raisons morales, un niveau d'instruction parfois insuffisant, des questions d'honorabilité, eh bien, cette population indigène, elle dédaignait à s'investir dans certains domaines de l'activité économique, en particulier dans le domaine commercial, dans la fourniture des crédits, dans la gestion et l'administration des biens ou dans l'artisanat. Et donc, dans ces domaines, le champ était libre pour que divers groupes d'immigrants puissent s'y investir. Des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Grecs, des Hollandais et bien sûr des Juifs vont jouer un rôle important dans le développement de certains secteurs de l'économie polonaise. Alors on va survoler rapidement quelques-uns de ces secteurs. Alors l'activité bancaire déjà, où les Juifs furent très fortement impliqués, ceci depuis le Moyen Âge, prêt d'argent
parfois pour des sommes importantes, mais le plus souvent hein, pour des petites sommes, une sorte de prêt à la consommation pour des citadins ou des paysans. Dans le commerce, les Juifs ont joué un rôle important et ils ont atteint des positions parfois dominantes dans certains secteurs. Ils étaient très actifs dans les petites villes, dans les marchés, dans des shtetl et dans les différents domaines de l'activité artisanale. Alors ici, voilà, quelques exemples hein, de métiers artisanaux, un passeur ici sur la Vistule. Hein. Et parfois, beaucoup de ces juifs étaient ce qu'on appelait des Luftmenschen, hein, c'est-à-dire des personnes vivant de labeurs multiples et peu rentables. Je voulais vous lire à ce sujet l'extrait d'un petit livre d'un écrivain de langue yiddish, hein, Mendeles Forim, et dont le héros Benjamin explique hein, comment il fait plusieurs métiers. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faites, Benjamin? Alors il répond, Dieu en soit loué, j'ai une assez belle voix. Et les jours de grandes fêtes, je psalmodie comme chantre les prières dans une des synagogues des environs. En plus, j'exerce l'état de circonciseur et la profession de traceur de sillons sur la pâte du pain azime. Il m'arrive aussi de temps à autre de mener à bonne fin une affaire et de courtier en mariage. En plus, j'ai une place réservée et permanente à la synagogue et je peux parfois la sous-louer. Entre nous, car c'est un secret, j'ai aussi quelque chose comme une petite espèce d'estaminet. Je possède une chèvre et elle se laisse traire. Vous voyez, donc différentes activités très variées qui lui permettent de vivre ou de survivre. Et tous ces artisans, ces marchands, eh bien, ils jouaient ils avaient un rôle important de connexion hein, entre la ville, les bourgades et la campagne, un rôle d'échange dans différents domaines. Autre rôle important des Juifs, c'est l'affermage, hein, ce qu'on appelle l'arenda. Les grands domaines fonciers qui étaient possédés par des nobles polonais demandaient bien sûr une gestion qui soit efficace. Or, ces nobles, souvent, ils manquaient de temps ou de compétences pour le faire. Hein. Et donc, ils confiaient la gestion de leur domaine hein, très souvent à des Juifs. Alors, ce système, il représentait un avantage. Il permettait aux propriétaires terriens polonais, en s'effaçant derrière l'intendant juif, de pressurer leurs serfs sans abandonner leur attitude patriarcale. Et donc, fatalement, l'hostilité, le mécontentement hein, des paysans retombaient sur qui? Non pas sur le propriétaire qu'on voyait jamais ou très peu, mais sur l'intendant qui, lui, était là, etc. Alors, ce système d'affermage, il a duré assez longtemps, du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc quelques exemples de ces métiers, de cette implication des Juifs dans l'économie des pays d'accueil. Alors, donc ces Juifs, rappelons-le, pour terminer ici sur leur place, hein, c'était une composante essentielle, hein, une composante basique, si vous voulez, hein, de la vie économique en Pologne, Lituanie. Et ils firent preuve d'adaptabilité face aux risques. Ils adoptaient déjà des méthodes un peu capitalistes, ce que leur reprochaient les artisans ou les commerçants polonais, hein, qui eux en étaient toujours restés à des façons un peu plus médiévales de fonctionner. Donc, ils mettent en avant leur talent d'investisseurs, d'entrepreneurs dans les différentes structures économiques du royaume. Donc, le, dans le tissu organique de la ville ou du village polonais, je l'ai dit, je le répète, ils avaient un rôle de connexion hein, entre la campagne, le village et la ville. Dans les villes, les entrepreneurs juifs ont souvent joué un rôle très important.
si on prend un exemple qui a été décrit dans un livre écrit par Isaac Joshua Singer, hein, qui est un écrivain de langue yiddish. Tout à l'heure, j'ai parlé de son frère, Bashevis, hein, on va en dire quelques mots tout à l'heure. Il a écrit un roman qui s'appelle Les Frères Ashkenazi, qui se passe à Łódź, Lodz, qui est une grande ville textile, et il montre comment les entrepreneurs juifs eh bien, ont développé les activités industrielles en créant des grandes firmes textiles. Donc, un livre très intéressant pour comprendre la place des juifs dans ce tissu économique. Et puis, la place des juifs, elle est également importante dans le domaine des professions libérales. Par exemple, dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, 56% de la population des médecins libéraux étaient des juifs, 56%. 43% des enseignants du privé étaient juifs. Voilà, quelques exemples. Alors, il faut garder en mémoire quand même que la grande masse de la population juive était dans une situation plutôt de pauvreté, de difficulté. Et une minorité avait quand même pu réussir et était, si vous voulez, dans une situation de richesse très satisfaisante. Je vous le montre ici, par exemple, une famille juive en Lituanie, une famille de la bourgeoisie juive, donc qui a réussi et qui contraste avec la paupérisation de la grande majorité des masses. Donc, on a vu la place importante des Juifs dans le tissu économique, place importante également dans la vie culturelle et scientifique. Ils sont présents, les Juifs, dans tous les domaines, la littérature, la peinture, la médecine, la recherche scientifique et plus tard, au début du XXe siècle, dans le cinéma. Alors ici, on ne va pas développer tous ces aspects, bien sûr. On s'arrêtera au domaine littéraire parce qu'il convoque un aspect important de ce monde disparu qui est la langue parlée, la langue vernaculaire commune à tous ces juifs ashkénazes et qui est donc le yiddish. Alors vous voyez sur ce petit graphique, en 1931, la langue maternelle des Juifs qui vivaient en Pologne, 80% des Juifs parlent le yiddish. Et souvent, même d'ailleurs, ces Juifs qui parlent le yiddish, eh bien, ne comprennent pas ou très mal ou ne parlent pas le polonais. L'hébreu, 8%, et donc le polonais, le russe ou l'ukrainien, environ 12%. Ce yiddish, c'est une langue qui est née donc vers le 9e, 10e siècle en Rhénanie. On a vu tout à l'heure ces régions peuplées par les Juifs. Et c'est une langue de fusion, une langue de mélange qui emprunte à l'hébreu. Dans le yiddish, il y a environ 15% de mots hébraïques et qui emprunte surtout à l'allemand médiéval et aux langues slaves, en particulier au polonais. On dit que le yiddish, c'est une langue qui attrape tout ce qui passe. Alors ce yiddish, il a joué un rôle majeur dans l'émergence de la culture juive moderne. L'enracinement du yiddish dans la population est tel qu'à partir des années 1870, toute une génération d'intellectuels le proclame digne d'être le support linguistique d'une culture moderne dans le monde juif. Et donc, par exemple, le yiddish en Europe de l'Est, le yiddish devient la langue de support de la presse de la diaspora, qui devient une presse de masse. Dans la Pologne indépendante des années 1920-1930, on recense plus de 1000 titres de presse en langue yiddish, ce qui est considérable. Dans le domaine littéraire, là aussi, les écrivains vont se mettre à écrire en yiddish. Il y a 3 écrivains qui ont joué un rôle important, qui est Mendele Sforim, dont j'ai lu tout à l'heure un extrait d'un de ses livres, Les Voyages de Benjamin, Sholem Aleichem, par exemple, ou Yitzhak
Peretz. Ces trois écrivains sont les fondateurs de la littérature yiddish moderne. Pardon. Voilà. Ils sont les fondateurs de la littérature yiddish moderne. Et au XXe siècle, eh bien, d'autres écrivains vont émerger. Ici, j'en ai mis retenu trois parmi les plus importants, dont on a déjà dit quelques mots. Donc, deux frères, les frères Singer, Israël Joshua Singer, le frère aîné, qui a écrit donc les frères Ashkenazi, donc il parle de cette famille juive industrielle de la ville de Łódź, et puis son frère Isaac Bashevis Singer, qui a été prix Nobel quand même de littérature en 78 et qui a écrit qui a une œuvre très très importante, en particulier par exemple des romans familiaux comme La famille Mosca ou un petit livre très intéressant, Le petit monde de la rue Krochmalna, qui décrit la vie dans les quartiers juifs de Varsovie. Et puis un écrivain autrichien, Joseph Roth, qui a écrit un livre, alors lui qui écrivait en allemand, qui a écrit un livre très important, La marche de Radetzky, qui décrit l'histoire de un peu l'Empire austro-hongrois. Voilà. Alors, il faut aussi rappeler que les Juifs sont très présents dans le domaine des arts, de la peinture, et que, par exemple, au sein de l'école de Paris, à la fin du 19e siècle, à Paris donc, et qui attire des artistes de toutes les nationalités, il y a une très forte présence d'artistes juifs. Alors, j'en ai mis quelques-uns ici, artistes juifs qui viennent de Russie, comme Chagall, Kikoïn, Soutine, Zetkin, donc Chagall, Kikoïn, Chaim Soutine, qui sont donc des peintres, et aussi Zetkin, sculpteur, qui viennent de Lituanie, comme Lipschitz, sculpteur, ou de Pologne, Marcoussis, Kisling, Lipsi. Bon, n'oublions pas aussi qu'un grand peintre, bon, mais qui est un peu hors sujet, qui est Modigliani, qui était un juif italien, qui a aussi joué un rôle important. Alors, nous allons conclure, puisque nous avons essayé de montrer quelle fut la place primordiale des Juifs dans l'économie et la vie intellectuelle. Et c'est intéressant de mettre en regard cette place tellement importante qu'ils ont jouée avec le rejet dont ils furent l'objet depuis la fin du XIXe siècle de la part des populations autochtones. Rejet qui va conduire à leur extermination, à cette catastrophe sans nom du XXe siècle. Alors, je voulais terminer avec cette extermination des Juifs. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler de manière un peu plus détaillée, puisqu'à la fin, entre 41 et la fin de 44, c'est-à-dire en 3 ans et demi seulement, 6 millions de personnes disparaissent, furent assassinées, furent exterminées. C'est un phénomène absolument inouï et inédit dans l'histoire européenne et peut-être dans l'histoire humaine. Et je voulais donc terminer avec ce poème de Katznelson. Le soleil se levant sur une bourgade de Pologne ou de Lituanie, plus jamais ne saluera un juif, plus de musiciens ni de peintres juifs pour créer dans la joie et la douleur, ni chercher des voies nouvelles. Et les enfants juifs, plus jamais ne s'éveilleront de leur sommeil, de leurs rêves heureux, n'iront plus à l'étude, ni faire les 400 coups, ni jouer au stable. Malheur, il n'y a plus personne. Il était un peuple, il n'est plus. Il était un peuple, il a disparu. Donc ce texte est extrait d'un long poème qui s'appelle Le chant du peuple juif assassiné et qui fut écrit en 1943 par Katznelson, donc lui-même déporté en 1944 et gazé à Auschwitz. Voilà, je vous remercie.
Merci. Bon. Eh bien, merci, Monsieur Lécuyer. On peut poser éventuellement quelques questions. Alors, évidemment, il n'y a pas de questions qui sont apparues. Oui, oui, allez-y. Non. Ah, et- Oui, alors non, puisque je répercute la question. Vous n'avez pas, parce qu'on ne l'entend pas là. moi j'ai entendu. Hein. Oui, mais Oui, les auditeurs d'accord, ne d'accord, d'accord. l'entendent pas. Oui. Donc, M. Castelnovo, qui a accepté de venir assister à la conférence, pose la question. Vous n'avez pas parlé des séfarades. Alors, voilà. Oui. Oui, oui. Voilà. Non, parce que l'objet de la conférence, le titre de la conférence, c'est le monde juif d'Europe orientale. Hein. Et donc, ce monde juif, il a été peuplé par les juifs ashkénazes. D'accord. Et donc, les juifs séfarades, c'est une autre histoire. Hein. Ce serait l'objet d'une autre conférence, si vous voulez. Vous comprenez, hein. Parce que quand les juifs séfarades ont été chassés, en particulier d'Espagne, après, donc ils ont eu une autre histoire, hein, qui s'est déroulée en Italie, en Grèce ou ailleurs. Hein. Donc, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Une autre question? Non, pas d'autres questions? Eh bien, donc, nous remercions M. Lécuyer qui reviendra l'année prochaine pour un sujet que je ne vous dévoilerai pas, puisque, une fois de plus, j'ai prévu une présentation publique et là, tout indique qu'on aura la possibilité de la faire en salle, Ouais. donc à la Maison des syndicats le 26 mai à 14h30, selon les modalités, j'allais dire habituelles, mais le mot est un peu dur dans la période qu'on vient de vivre. Hein. Donc, ça fait effectivement plusieurs mois, puisque notre dernière présence à la Maison des syndicats, c'était à la mi-octobre de l'année dernière. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lécuyer, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.